Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast de La Visiteuse. La Visiteuse, c'est moi, Aude Compin. Je suis une sorte de visiteuse professionnelle qui a fait de sa passion son métier. J'aide les sites touristiques et culturels à améliorer leur accueil du public et à valoriser leur histoire. Dans ce podcast, je partirai à la rencontre des femmes et des hommes que je côtoie au quotidien, entre musées, sites archéologiques, parcs d'attractions, châteaux ou vieux gréments, pour qu'ils me confient leurs propres histoires de découvertes, de voyages, de visites. Des histoires qui viennent de l'enfance ou de l'âge adulte, des histoires personnelles ou professionnelles. Vous découvrirez ce qui les anime, ce qu'ils viennent chercher et ce qu'ils y ont réellement trouvé. Nous apprendrons ensemble comment ces découvertes, comment les émotions qu'elles ont provoquées, ont façonné la personne qu'il ou elle est devenue, tant à titre personnel que professionnel, dans quelle mesure cela influence leur vie aujourd'hui, et comment parviennent-ils à rester encore des visiteurs. J'espère que ce podcast vous donnera l'envie à votre tour de découvrir, voyager, rencontrer, être curieux, bref, de devenir un visiteur ou une visiteuse. Aujourd'hui, je suis en visite chez Marie Manson. Bon, je vais être honnête, en fait c'est moi qui reçois Marie, parce que comme moi, Marie est une visiteuse. Son travail l'a fait évoluer de lieu touristique en lieu culturel au fil de ses missions. Elle aurait pu me recevoir à son bureau, chez elle, ou dans son deuxième bureau, sa voiture. Mais pour plus de confort, vous nous pardonnerez, nous avons choisi le studio son de Thomas, on y est très bien accueillis, et je recommande aux amateurs sa sélection de thé, soit dit en passant. Marie est consultante en stratégie de mécénat. Elle accompagne les structures qui peuvent bénéficier du mécénat à se professionnaliser pour solliciter les entreprises. Son métier, c'est une vraie vocation. Très tôt, Marie a su qu'elle voulait aider les artistes, et le monde de la culture en général, à exister et vivre de leur passion. Marie est originaire de Bourgoin-Jallieu, en Isère. Elle a troqué une terre de rugby pour une autre, et vit aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Je vous propose dans cet épisode de vous faire découvrir son métier, un métier passionnant devenu indispensable. Le mécénat, c'est comme les cuivres dans un orchestre. Ce sont eux qui donnent le souffle et l'élan. Allusion à l'orchestre, pas totalement anodine, vous allez vite comprendre pourquoi. Bonjour Marie. Bonjour Aude. Merci beaucoup d'être venue chez Thomas en cette période Covid. J'espère un jour très prochain pouvoir enfin retourner dans les musées et les lieux culturels et touristiques, et peut-être qu'on fera un épisode 2 en plein air. Mais je te propose d'attaquer tout de suite par cette première question pour mieux te connaître. D'où te vient cette envie d'aider les artistes et le monde de la culture à trouver des mécènes? Alors, excellente question. En fait, c'est un projet que je porte depuis très longtemps. C'est mon stage de 3e. Et ça peut paraître assez insolite parce que régulièrement, on entend stage de 3e comme stage rapide, expérience moyenne. Mais il s'est avéré que pour moi, ça a été un peu une révélation. J'ai eu la chance de faire mon stage de 3e à l'Opéra de Lyon, dans la régie de l'orchestre. Et ça a été Génial. Pour moi je dirais le déclic de me dire j'ai envie de faire partie de ce monde, j'ai envie d'aider les artistes. Et ça a été d'ailleurs un lieu aussi qui m'a étonnée, que je connaissais en tant que spectateur, mais je connaissais pas les coulisses, voilà, et la vie qu'il pouvait y avoir derrière tout ça. Et ça a été donc un petit peu le déclencheur. Et derrière ça, j'ai essayé de construire mon parcours pour vraiment aider les artistes. Alors, je suis également flûtiste et je baigne dans la musique depuis ma très tendre enfance. Je dois dire grâce à mes parents qui nous ont accompagnés, moi et mes frères, dans cette aventure-là. On fait chacun un instrument de musique et c'est vrai qu'on a été... on a beaucoup travaillé ensemble, donc ça a été assez chouette. Mais je me suis toujours dit que je serais jamais flûtiste professionnelle. J'ai fait le conservatoire, je suis diplômée du conservatoire, mais je crois qu'il me manque certaines qualités pour être artiste. Déjà, certainement le talent, je dirais le haut niveau, parce que pour être flûtiste professionnel, les places sont très chères et c'est pas courant. Il y en a pas beaucoup dans les orchestres, et des flûtistes solistes, c'est quand même assez rare. Il y en a pas énormément.
Il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs. Et petit aparté. Et donc, je me suis dit, je me suis projetée en me disant comment je peux aider les artistes à faire leur métier, à se concentrer sur leur passion. Et au fur et à mesure en fait de mon parcours, avec un bac qu'on appelait anciennement ES, je me suis dit je veux mêler. Je pense qu'il y a des choses à faire entre le monde de l'entreprise et le monde culturel, associatif. Il y a des liens à créer. Donc ça a commencé de cette façon-là, avec ce stage et avec mon parcours que j'ai dessiné pour les accompagner d'une certaine façon. Mais à l'époque, je ne connaissais pas le mécénat. Ça, c'est venu après. C'est venu après. Mais sur le moment, en troisième, on est petit, on est jeune. Désolée s'il y a des gens de troisième qui nous écoutent, mais il y a dû se passer quelque chose, tu as dû ressentir quelque chose sur le moment pour te rendre compte que les artistes avaient besoin d'aide? Alors, il y a des choses que je ressentais déjà du fait d'être flûtiste et je crois que c'est avoir été en coulisses et de me rendre compte de la charge que c'est d'être artiste, déjà dans l'implication, dans la rigueur du travail qu'il faut mettre, et finalement de se dire que qu'il y a tout un monde qui gravite autour pour les aider à se concentrer sur leur performance, qu'il n'y ait rien d'autre à penser. C'est vrai qu'alors entre le mécénat et la régie d'orchestre, c'est deux mondes qui peuvent nous sembler parallèles, mais finalement ce sont des métiers de l'ombre entre guillemets. Et je pense que l'artiste il a besoin d'être focus sur ce qu'il va faire, sur ce qu'il va proposer en termes de création. Et à côté, il faut que ça roule, quoi. Donc, en fait, c'était cette idée-là. Et finalement, j'ai toujours été admirative, je le suis toujours, très admirative des artistes pour ce qu'ils peuvent proposer en termes de création, de talent, d'implication dans leur art, la façon dont ils croient aussi à ce qu'ils font et la façon dont ils communiquent et ce qu'ils nous communiquent en fait en termes de public, que j'ai eu envie aussi de me dire comment les aider à ce qu'ils soient 100% investis dans ce qu'ils font. D'accord. Si je comprends bien, c'est dans cet environnement musical que tu as vécu tes premières émotions de visiteuse ou finalement de spectatrice, un statut particulier de visiteuse. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement les lieux que tu as découverts et ce qui dans ces lieux a retenu ton attention et a déclenché ton émotion? Alors au-delà évidemment de déjà ce que tu viens de nous raconter au sujet des artistes eux-mêmes. Alors, je dirais que, encore une fois, j'ai la chance d'avoir des parents qui nous ont fait découvrir très tôt ce milieu-là. On était abonnés à l'Opéra de Lyon et à l'Auditorium de Lyon. Et depuis toute petite, en fait, depuis qu'on est tout petit avec mes frères, ils nous emmenaient à peu près une fois par mois ou une fois tous les 2 mois voir un concert, un opéra. Donc, c'était assez... C'est génial. Voilà. Donc, effectivement, c'est une chance. Oui, c'est vrai que ça, c'est vraiment une chance. Alors, je crois que j'ai été éblouie par ces lieux, finalement. Déjà, ces 2 lieux, l'Opéra de Lyon et l'Auditorium de Lyon. L'acoustique, le son, la beauté des instruments, des décors, toute la féerie, en fait, qui gravite autour de ça. Je dois aussi quand même avouer que les premières fois, l'objectif est d'arriver à rester... assis, pour moi en tout cas, c'était d'arriver à rester assise sur ma chaise pendant 1h30 en moyenne et de me dire l'entracte, voilà. Donc bien sûr, mais j'en garde des moments d'émotion et finalement ça a donné sens aussi à la passion que j'avais qui était la flûte. Donc, je pense que les premiers lieux qui m'ont marqué, ce sont ceux-là. Justement, dans cet environnement musical dans lequel tu baignes depuis toute petite, tu as poursuivi, tu as voulu y rester finalement. Ça t'a quand même profondément marqué. Et tu me disais que pendant tes études, tu as continué d'aller faire tes preuves et d'aller te former dans les coulisses, cette fois-ci, de ces lieux-là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça ? Oui, alors en fait, j'ai choisi de faire déjà l'école de commerce de Clermont, le SC Business School Clermont, parce qu'il y avait une spécialité en management des entreprises culturelles. Alors, il y a d'autres écoles qui le proposent, mais voilà. Et ça a été... finalement, je me souviens très bien quand je suis arrivée à l'école,
d'avoir eu un petit peu un coup de foudre, je dirais, déjà pour le discours, pour l'ambiance, pour la convivialité qu'il y avait, pour même je me souviens de l'oral qui s'était aussi très bien passé, et alors que à la base je prétendais pas, enfin je me voyais pas en tout cas à Clermont-Ferrand, donc ça a été déjà, enfin je me suis très investie, j'ai été présidente du bureau des arts durant ces années-là, je me suis très investie encore une fois dans ce milieu-là, et c'est par le biais ensuite de plusieurs stages que j'ai eu la chance finalement de poursuivre cette réflexion et de tendre tout doucement vers le mécénat, et tout d'abord le mécénat culturel. La première expérience, ça a été mon stage de fin de première année qui s'est déroulé donc au Festival de la Comédie Musicale à Paris, où là c'était plutôt un stage où j'ai touché un petit peu à tout. C'est-à-dire que j'étais, c'est vraiment le backstage, accompagner l'organisation de façon globale. Je me souviens avoir géré des bénévoles pour l'accueil, pour plein de missions qui gravitaient autour. J'ai pu découvrir aussi des lieux assez magiques et des théâtres à Paris, puisque je connaissais Paris, mais pas en tant que visiteuse finalement, mais pas plus que ça. Donc ça a été une très très belle expérience. Je remercie d'ailleurs Mathieu Gallou qui m'avait fait confiance sur ce stage-là, sur plein de choses. J'avais eu vraiment la main sur beaucoup de missions. C'est un festival qui se déroule dans plusieurs salles en fait de Paris. Oui, alors qui se déroulait puisqu'il n'existe plus malheureusement, mais qui se déroulait, et en plus la comédie musicale était un secteur que je connaissais pas. Et ça a été une très chouette découverte de voir finalement des artistes qui ont un talent multiple, qui allient danse et chant. Ça demande une technicité quand même assez remarquable. Donc c'était et puis j'ai vu le Roi Lion, enfin des comédies musicales dont on entend parler, et qui tournent toujours, qui sont assez fabuleuses et envoûtantes. Ensuite, je me suis rapprochée un petit peu plus dans la région à Lyon, où j'ai eu une deuxième expérience au musée Gadagne. Donc là, du côté musée, c'était intéressant. Ça a ajouté encore une pierre à la construction de mon projet, de mon parcours. Donc les musées Gadagne, où là, j'étais au service communication partenariat. Donc là, j'ai commencé à toucher un petit peu au secteur recherche de financement, mais plutôt sous le volet vraiment partenariat. J'ai touché à plein de choses aussi au sujet de la communication, puisque on accueillait aussi des tournages, des choses comme ça. Alors c'était assez intéressant, encore une fois très varié. Et puis après, je me suis lancée dans la vie professionnelle. J'ai pu travailler pendant 1 an donc à l'Orchestre de Paris, au service mécénat. Donc ça a été un peu l'aboutissement de cette réflexion, de se dire comment, c'est devenu concret. Alors il y a quelque chose si important, c'est que j'aime beaucoup les mathématiques et j'aime beaucoup les chiffres. Et du coup, c'est vrai que le mécénat, il y a une part comme ça, toujours, forcément, recherche de fonds, donc toujours la question du budget, des besoins financiers. Donc, je pense aussi que dans le parcours que j'ai pu avoir, finalement, ça faisait sens, en fait, de s'orienter vers le mécénat, et au vu de cette volonté d'aider les artistes. Enfin, c'était assez complet. C'est intéressant parce que finalement, tu utilises cerveau droit et cerveau gauche. Tu as cette fibre artistique qui fait que tu comprends tes interlocuteurs, tu comprends leurs besoins. Et puis, tu as cette fibre plus économique, plus concrète, plus terre à terre, plus pragmatique, qui fait que tu sais aussi comprendre les besoins financiers et des structures pour lesquelles ces artistes travaillent, et des entreprises que tu vas ensuite solliciter. Et j'imagine que ça t'aide effectivement à en permanence switcher d'un discours à l'autre pour donner confiance. J'essaye en tout cas, et c'est en effet, c'est même si j'ai pas forcément mis de mots comme tu peux le faire là sur ça, mais oui, en quelque sorte, c'est ça. Ouais. Quel sens ça a ? Je fais une petite parenthèse, mais finalement, pour des gens qui éventuellement nous écouteraient et ne comprendraient pas ce sujet du mécénat qui a encore quand même un peu une image de truc d'initié, parce que c'est un mot qui n'existe qu'en France. Alors non, il existe en Espagne aussi, mais voilà, en anglais... C'est patronage et on confondrait presque avec partenariat. Enfin, on sait jamais trop quelle est la fameuse différence entre le mécénat et le sponsoring, qu'on a tendance à appeler partenariat en France, même si finalement ça regroupe toutes ces formes-là. Quel sens ça a, le mécénat, justement, de mettre en relation le monde du privé avec le monde de l'entreprise,
Chaque entreprise a une mission qui n'est absolument pas de donner de l'argent, mais d'en gagner et de se développer et de lier ça au monde de la culture. Pourquoi ça fait sens finalement ? Alors, pour revenir un petit peu à l'origine du mécénat, enfin, en tout cas, l'origine, je pense, remonte à bien avant ça, mais en tout cas, on commence à avoir des textes écrits sur ce qui est le mécénat et lui donner sens, et en lien avec la Renaissance italienne, où en fait, les artistes ont été aidés par des financeurs privés. Alors, c'est vrai que quand on parle de mécénat, on pense forcément aux entreprises, mais en fait, les premiers mécènes ont été des particuliers qui ont soutenu financièrement des peintres italiens de la Renaissance italienne. En tout cas, des familles comme les Médicis qui étaient très impliquées dans le soutien de l'art pictural. Alors aujourd'hui, en tout cas, et pour revenir à ta question au sujet de l'entreprise, les liens sont, je dirais l'entreprise quand elle s'engage pour faire du mécénat, c'est tout d'abord, alors ça peut être de diverses raisons, mais on voit régulièrement qu'elle s'engage sur un projet plutôt à l'échelle locale. Donc c'est vraiment soutenir son territoire, participer à son attractivité via, que ce soit la culture ou d'autres sujets, via des projets d'intérêt général qui vont servir en fait, qui vont être au service des habitants, des citoyens de ce territoire-là. Enfin en tout cas pour moi, je le vois comme ça. Donc c'est vraiment une volonté de s'impliquer autrement dans son territoire, de rendre et de permettre à d'autres qui proposent des choses d'exception sur le territoire de vivre, de grandir, de s'épanouir et d'être là pour faire vivre en fait ce territoire. Et je pense que c'est le sens le plus fort. Aujourd'hui, il y a vraiment, dans les entreprises mécènes, on dit que le lien de proximité est très très fort. Donc c'est ça, il y a aussi des histoires de valeurs. Une entreprise, elle s'engage auprès d'un projet régulièrement où il y a des valeurs partagées. Et après vient cette notion en tout cas dans un deuxième temps, quand une entreprise fait du mécénat, les questions qui viennent ensuite sont cette histoire de déduction fiscale, puisque c'est propre à la notion du mécénat, de déduction fiscale et de retour sur l'investissement que l'entreprise va pouvoir y mettre. C'est-à-dire que ce soit des places de concert pour le cas de la culture, par exemple. Mais je crois qu'avant tout, et d'ailleurs, je remarque que ici, en Auvergne, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, cette volonté de participer à l'attractivité du territoire, de le faire, de grandir ensemble, d'aller au-delà que juste faire du business, de créer quelque chose de finalement collectif. Oui, parce que j'ai entendu encore il n'y a pas longtemps les chiffres récents donnés par l'ADMICAL, qui est en France l'association de promotion du mécénat, dont tu es d'ailleurs la déléguée régionale en Auvergne. Je crois qu'il y a une énorme partie de mécénat en France qui n'est pas déclarée par les entreprises. Je sais pas si tu as le pourcentage, mais je me souviens que le chiffre a été donné, donc j'irai le chercher, je le mettrai éventuellement dans les commentaires du podcast, mais c'est la mesure incitative fiscale, finalement, c'est une mesure qui est venue a posteriori d'un mouvement, d'une réalité de terrain, et elle est venue peut-être pour justement inciter à développer un peu plus cette implication, des entreprises en les récompensant finalement aussi. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, on dit que la déduction fiscale ne vient pas... C'est pas parce qu'il y a la déduction fiscale que l'entreprise va faire du mécénat. Par contre, elle permet à l'entreprise de faire un don plus élevé. Oui, en plus, il y a ça aussi. C'est plutôt dans cet esprit-là, voilà. D'accord, je comprends. Mais merci beaucoup pour cette explication. Alors, on va revenir au terrain pur, parce que finalement, suite à ton expérience parisienne, tu as intégré une équipe dans une très belle abbaye. Je vais te laisser raconter un petit peu ça, mais surtout, je crois avoir compris que tu as créé le poste et que tu as enfin mis en pratique même tes propres idées, ton expérience au service d'une belle aventure. Raconte-nous ça. Alors en effet, après mon expérience à l'Orchestre de Paris, et d'ailleurs je tiens à remercier Nathalie Coulon qui m'a vraiment donné les clés pour derrière comprendre ce qu'est le mécénat, mais aussi avoir toutes les clés en main pour suivre derrière. J'ai eu la chance, je crois que je peux vraiment le dire comme ça, d'être recrutée donc à l'abbaye aux Dames, la cité musicale à Saintes,
qui est une structure, qui est un lieu à voir absolument, qui est un lieu remarquable. Je confirme. Je me souviendrai toujours d'être sortie du train et d'arriver devant cette abbaye et de me dire waouh, alors elle est certes imposante, mais c'est... Oh non, elle est tellement douce. Oui, c'est magique en fait. Oui. C'est dur de l'expliquer. Et c'est vrai que moi, je me vois régulièrement, tout au long des 5 années que j'ai pu passer à l'abbaye, je me vois régulièrement aller dans l'abbatiale, me poser et me dire waouh, c'est encore une fois, un endroit où vraiment je me suis sentie pleinement épanouie. Voilà. D'un point de vue professionnel, ça a été... Pour moi, c'était vraiment le poste, le poste rêvé, idéal, dans lequel je me suis sentie complètement à ma place. Et c'était en effet donc une création de poste où il a fallu vraiment tout monter en termes de stratégie mécénat. Donc c'est évident que ça m'a propulsée aussi et ça m'a donné les clés pour la suite. On a créé un fonds de dotation. Voilà, il fallait aller vraiment... Alors, il y avait des choses avant, il y avait quelques mécènes avant, mais en termes... on a structuré les choses, on a développé la collecte, on a fait des événements dont je me souviens aujourd'hui et dont j'ai encore plaisir à raconter de très beaux concerts grâce à des mécènes. C'était une expérience qui a été très riche. Alors, j'ai commencé comme responsable de la collecte des fonds et puis ensuite, j'ai été nommée responsable des relations extérieures, donc je chapeautais la communication, les relations publiques et le mécénat. Oui, c'est souvent lié. Voilà, donc ça a été aussi, il y a eu, je dirais, une très grande confiance dans les compétences que je pouvais apporter. Et l'abbaye, l'équipe de l'abbaye, c'est une grande famille. Il y a une confiance dans les compétences qu'on peut avoir, dans l'évolution possible de chacun, dans la place qu'on peut y occuper. Enfin, ça a été vraiment une très très belle expérience. Et aujourd'hui, et d'ailleurs au cours de cette expérience-là, j'ai créé beaucoup d'amitiés que j'ai toujours aujourd'hui et qui ont été pour moi aussi, qui sont des amitiés très très fortes. Parce que c'était en plus, tout ce que tu me rappelles, tout ce que tu dis me rappelle ce que j'ai moi-même vécu avec le Bélem. Et c'est vrai que ce sont des lieux qui sont tellement, ils étaient là avant nous, ils seront là après nous. Ils sont chargés d'une histoire personnelle et humaine énorme, et on est juste un passeur. Et généralement, ça crée des liens très très forts avec les personnes avec lesquelles on travaille, parce que on ne peut travailler pour ces lieux-là que par passion. Et c'est très difficile d'en partir. Moi aussi, j'y ai passé 5 ans comme toi, donc je partage complètement ce que tu as raconté. Et juste l'abbaye aux Dames, tu l'as dit très très vite, mais c'est l'abbaye aux Dames, la cité musicale. Et en fait, tu étais dans ton monde. Tu étais profondément dans ton monde, parce que le mécénat que tu allais chercher, c'était pas que pour l'abbaye. C'était pour les artistes. Oui, même au contraire. C'était avant tout pour le projet musical qui était porté par l'association l'Abbaye aux Dames, la Cité musicale. Dont le Festival de Saintes, qui est un magnifique festival qui se déroule au mois de juillet, où il faut y aller. Saintes est en Charente-Maritime, près de Rochefort. Je précise. Dans le 17, oui. Ouais. Voilà. Et donc, avec aussi un jeune orchestre, le jeune orchestre de l'abbaye, qui est un orchestre de jeunes spécialisés sur instruments d'époque, classique et romantique. Donc voilà, ça a été, en tout cas, alors le projet a aussi évolué depuis que je suis partie. Il y a tout un parcours de visite qui s'est développé, musique aventure aussi, donc sous un volet aussi patrimoine, mais en tout cas, l'abbaye aux Dames, c'est alors avant tout, je ne sais pas, mais c'est un projet musical très très fort qui existe depuis longtemps et qui a été en fait créé. Le festival a été créé pour financer la restauration du site en fait à la base, et puis est devenu un événement aujourd'hui incontournable. Oui, finalement l'un se nourrit de l'autre. C'est oui. L'abbaye est devenue mécène d'artistes et mécène de ces instruments anciens, mais elle profite aussi entre guillemets du talent de ces gens-là pour récolter aussi des fonds pour entretenir son patrimoine bâti et historique.
Il y a une... Oui. Alors c'est-à-dire que c'est historiquement, c'est comme ça que ça s'est fait. Maintenant, on le sait bien, on le dit toujours, la musique n'est pas rentable. Enfin, voilà, c'est pas la culture. La culture n'est pas rentable. D'un point de vue économique. D'un point de vue économique, bien sûr. Je l'entendais comme ça. et quand on m'a recruté, l'objectif était d'aller chercher des fonds pour le festival. Enfin, voilà, c'est clairement, entre autres, pour le festival, entre autres. Mais, Et quand on travaille comme ça pour des lieux aussi prestigieux qui nous transportent, est-ce que on a encore envie d'aller visiter d'autres lieux, de découvrir d'autres sites culturels? Tu étais quand même pas loin de Rochefort, qui abrite un bateau qui est aussi devenu assez connu il y a quelques années, qui s'appelle l'Hermione, qui est une réplique du bateau de Lafayette. Tu étais au bord de la mer, pas loin de la Vendée. Du côté de Royan, tu as l'abbaye de Talmont, qui est une abbaye assez extraordinaire. Enfin, ou une église, je ne sais plus. Et est-ce que tu as trouvé quand même le temps de t'échapper et de... Alors oui, je dirais que la période de l'abbaye, ça m'a fait connaître l'art roman dans toute sa splendeur, parce que déjà, alors l'abbaye en est l'exemple, mais tout autour, en Charente-Maritime et au-delà, il y a des milliers, peut-être, d'églises romanes magnifiques. Régulièrement, avec un ami, on allait entre midi et deux se balader, on prenait la voiture et on faisait les églises... on visitait les églises, voilà. Alors lui faisait beaucoup de photos et c'est vrai que c'était chouette, quoi. Vraiment, on a découvert des lieux magnifiques, des toutes petites églises cachées. La côte aussi, ça a été aussi pour moi une belle découverte, puisque j'ai jamais eu la chance auparavant d'habiter finalement si près de la côte, parce que Sainte-Royan, c'est 20-25 minutes de voiture. Mm-hmm. Donc régulièrement, c'est vrai que les week-ends, dès qu'il faisait beau, la petite échappée à la mer, voilà. On va voir la mer. Surtout hors période vacances scolaires ou hors été, c'était assez chouette de pouvoir se poser avec une serviette dès le mois d'avril et de se dire waouh, ça c'est vraiment super. Au bord de la mer, voilà. Donc c'est vrai qu'après mon rapport à la mer et quand j'étais à Saintes, les montagnes me manquaient. Et maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup retourner au bord de la mer. Je crois que c'est un peu pour tout le monde pareil. C'est toujours comme ça. Oui. Et la mer, j'adore la contempler, être au bord de la mer. Voilà, prendre le temps d'admirer toutes les beautés et tous les paysages que l'on peut voir quand on est au bord de la mer. Toutes ces nuances. Exactement. Je ne peux que partager, je ne développerai pas plus, sinon ça prendrait trop de temps. Et justement, puisque tu es une voyageuse, une visiteuse, est-ce que tu es plutôt impro ou partition bien écrite ? Alors, je dirais que c'est partagé. Alors, juste pour revenir sur la mer, il y a quelque chose que j'ai pas dit. Oui. C'est que il y a un pays, il faut quand même que j'en parle, que j'ai découvert en fait au cours de mon parcours à l'école de commerce de Clermont. C'est la Grèce. Ah. C'est un point très très important de ma vie. J'ai eu la chance en fait d'aller faire mon Erasmus 6 mois à Thessalonique. J'avais fait vraiment le choix de prendre une destination seule. Je voulais partir seule, c'est-à-dire sans personne de l'école, sans amis, voilà. Et alors quel choix, puisque ça finalement ça a été aussi une très grande découverte. Et ça m'a plongée dans l'univers des sites archéologiques. Et aujourd'hui, c'est toujours un sujet qui me passionne. Et c'est quand même un point important, parce que la mer est quand même baignée, la Grèce est baignée par la mer, si on peut le dire comme ça. Et voilà, donc je voulais juste revenir là-dessus, parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler après. Mais ça a été aussi ce rapport avec la mer qui finalement dans cette expérience à Thessalonique, je la voyais quotidiennement. Ouais. Et pour faire le lien avec les sites archéologiques, c'est qu'en Grèce, j'y vais tous les ans depuis, sauf l'année dernière. Contexte oblige. Et finalement, les sites archéologiques en Grèce sont souvent mais finalement partout en fait, on peut remarquer, les sites archéologiques sont souvent dans des lieux stratégiques avec des points de vue remarquables en Grèce sur la mer. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Oui.
Après, j'ai eu la chance effectivement de découvrir enfin la Grèce il y a 2 ans. Et je ne sais pas qu'est-ce qui n'est pas beau en Grèce. C'est un peu difficile. Mais ce rapport entre le paysage et la mer permanent, avec ponctué comme ça de ces vestiges archéologiques, c'est... Oui, la Grèce, pour moi, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est la beauté des sites. L'histoire, finalement, je me rends compte qu'au fur et à mesure de mon parcours, je remonte dans le temps historique aussi des lieux, de l'empreinte de l'homme, en fait, sur la Terre. Et la Grèce, c'est un tout, parce que ce sont les paysages, ce sont les hommes, c'est l'histoire. C'est un pays qui est entre Occident et Orient, qui est riche de saveurs, d'odeurs, de rencontres, de beauté à tous les niveaux. L'histoire de la Grèce est tellement riche et nous a finalement... C'est notre berceau. Oui, pour beaucoup de choses, ouais. Complètement. Donc c'est ça qui fait que le lien avec ce pays pour moi est très 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 fort. Oui. Ah oui, et que je partage avec ma maman. Et tu parles grec? Je parle grec, je dis quelques mots. Il me reste des petites choses. T'en restes un peu. C'est une chance. Et quand tu vas là-bas, tu vas systématiquement au même endroit ou tu bouges justement? Tu prends le temps de découvrir? Ça va rejoindre la question que tu posais sur plutôt voyage écrit ou improvisation. Alors, sur les voyages en Grèce, régulièrement, que je fais beaucoup avec ma maman, c'est assez écrit. Parce que l'objectif est de faire le plus de sites archéologiques. De tout voir. En moins de jours, dans le temps que l'on a. Donc, dans ce cas de voyage-là, on écrit les choses quand même relativement en avance pour pouvoir faire le maximum de choses. Voilà, dans le secteur. L'optimisation totale. Voilà, mais je me souviens de voyages où, par exemple, quand on a fait la Crète, on a fait... la Crète, c'est quand même... une île qui est assez grande. Oui. On a fait les 3/4 en voiture, pratiquement les 3/4 en une semaine, sachant qu'en moyenne, on faisait 2-3 sites archéologiques par jour. Enfin, c'est vraiment... Ah oui, c'est de la boulimie, là. Voilà, c'est vraiment... c'est pour ça que je dis que ça nous habite profondément, et en même temps, à chaque fois, quand on arrive sur un site, on se dit waouh, quoi, parce que le point de vue, parce que finalement, une moindre pierre devient une histoire et un ancrage. Oui. Voilà, donc c'est tout ça. Après, sur d'autres voyages, hormis ce cadre-là, les deux, voilà. C'est régulièrement, c'est un petit peu cadré, mais place aussi à l'improvisation. Place à un peu de liberté. Oui, un peu de liberté, pour se laisser transporter par des découvertes qu'on pourrait faire au fur et à mesure. Quand même. Parce qu'effectivement, ce que tu racontes, je l'ai presque vécu dans un voyage précédent que j'ai fait aux États-Unis en famille. Et j'avoue qu'au bout d'un moment, c'est horrible à dire, ça fait un peu privilégié, mais j'ai saturé. C'est de trop d'histoires. Mon cerveau n'arrivait plus à appréhender toute la profondeur, toute la distance avec cette histoire. On avait fait pas mal de parcs nationaux, en fait, et après le Grand Canyon, c'est tellement violent. Enfin, moi, je l'ai pris de façon très, très violente, au sens positif du terme, la découverte du Grand Canyon, parce que j'avais l'impression de voir l'histoire géologique de la Terre devant moi. Et j'ai appréhendé ça de cette façon-là. Et ça remontait trop loin. Mon cerveau imprégnait pas, en fait. Et les quelques parcs qu'on a fait ensuite, j'y arrivais plus. Alors je sais pas si parfois quand même tu as pu vivre ça en Grèce, parce que c'est très violent aussi. Enfin, émotionnellement, quand on découvre Delphes, quand on découvre le Parthénon, qu'on a vu tous dans nos livres d'école, le jour où je l'ai vu en vrai, j'ai eu une petite larme, quoi. C'est ça y est, j'y suis, je le vois, c'est les vraies pierres, c'est des Grecs ont parcouru ce chemin avant moi il y a des milliers d'années, enfin non, pas des milliers, mais il y a longtemps. Je sais pas. Oui, alors c'est sûr qu'il y a une densité sur des voyages, et d'informations mais moi, quand sur les voyages en Grèce, c'est tellement du bonheur, en fait. J'ai l'impression de m'enrichir, de me dire waouh, qu'est-ce que je vais apprendre de plus, et par rapport au site qu'on a pu faire juste avant, quelle est la différence, qu'est-ce qui est, voilà. Et puis en Grèce, alors les sites sont de plus en plus, ça m'a. Par exemple, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je me souviens d'un site qu'on avait fait donc avec ma maman dans un des premiers voyages qu'on a pu faire, parce que ça fait maintenant
plus de 10 ans enfin 10 ans, oui, qu'on va en Grèce comme ça. Donc ça devait être la première ou la deuxième année. Et donc que j'ai pu refaire avec mon mari il y a peut-être 3 ans, où quand j'étais allée avec ma mère, c'était un site qui était dénudé, on rentrait comme ça. Et là, on y est retourné. C'est complètement, complètement fermé, mais avec beaucoup plus d'explications, un vrai parcours où vraiment on est immergé dans le site. C'est différent. Voilà, c'est juste que les choses sont différentes. Je pense que moi, ce que j'aime, c'est quand il y a les deux, c'est-à-dire des sites qu'on va découvrir comme ça, où il y a juste les 3 petits points sur la carte qui nous dit site archéologique, et on arrive et on se dit waouh, parce que c'est encore à l'état brut, il n'y a pas eu de fouilles ou très peu, ou voilà. Et puis d'autres sites où finalement, parce que bon, sur les sites qui sont parfois comme ça, un petit peu encore en friche, on manque d'informations, on a envie de s'enrichir, et il y a une certaine frustration parce qu'on se dit mince, y a rien qui est noté, voilà. Et à l'inverse, quand on arrive, sur un site qui peut paraître plus travaillé, c'est aussi super parce qu'il y a cette richesse que l'on peut, enfin moi je me nourris tout le temps, quoi. Et finalement, et je me suis dit waouh, c'est super. Alors sur ce site qui s'appelle, alors qu'on traduit en français d'ailleurs, Mécénat, et qui s'appelle Mécène, qui est dans le Péloponnèse, je me suis dit waouh, c'est super parce que ce site en plus est devenu payant. Et finalement, je me dis, mais voilà, en Grèce, c'est indispensable que ces sites soient protégés, mais aussi qu'il y ait une certaine, ça implique le respect, voilà, d'avoir un site fermé, et une certaine, un besoin. Enfin, on sait, la Grèce a besoin d'argent. Enfin, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais et finalement, ça, une de ces richesses qu'elle doit premièrement préserver et qu'il faut mettre en valeur. Il y a beaucoup de choses à mettre en valeur, mais rendre les sites payants, ça implique tout ça, mais ça implique aussi que derrière, il y a des rentrées financières pour le pays. Donc, je me suis dit, tout fait sens. Enfin, voilà, pour moi, ça a fait sens. Je sais plus comment j'en suis arrivée là, mais... Mais je sais pas, mais ça me plaît quand même. Si tu devais retenir qu'un lieu, alors je sais pas, en Grèce ou dans le monde, mais puisque tu as l'air d'être une vraie voyageuse et qui te nourrit énormément, tu te nourris énormément de ce que tu découvres, est-ce qu'il y a un endroit quand même dans le monde? Alors, soit que tu y reviennes, soit que simplement il déclenche chez toi des émotions très fortes. Alors, c'est un lieu, ça va être très dur de répondre en un lieu. Déjà parce que j'ai pas vraiment d'idéal. Je trouve que chaque lieu a sa richesse, son expression, ça dégage des émotions qui sont particulières. Donc donner un lieu, je dirais plutôt que... Ou une expérience. Alors, en effet, alors la Grèce, de façon globale, est une expérience qu'il faut faire, où il faut aussi oser l'aventure en Grèce et sortir des chemins battus. Et l'autre, il y a 2 autres pays qui m'ont marqué. La Syrie, que j'ai eu la chance de faire il y a longtemps, Palmyre, et voilà, sur des sites remarquables. Tu as vu les sites archéologiques de Syrie ? Eh oui, enfin pas tous, mais j'ai eu la chance d'aller à Palmyre. Je suis totalement jalouse. Je peux comprendre. Et le deuxième vraiment, mais alors pour toute autre chose, mais c'est la Birmanie. Là, ça a été mais parce qu'aussi culturellement, on est sur des choses qui sont tellement différentes. Voilà, mais c'est donner un lieu, j'y arriverai pas. Voilà. Non, pas. Je crois que. Et alors la question piège. Est-ce qu'il y a un lieu ou une expérience ou quelque chose que tu n'as pas du tout aimé ou que tu n'aimes pas de façon générale au cours de tes visites ? Le truc rédhibitoire. Le monde. Mais bon, moi, ce sera le point commun de l'ensemble de mes interviewés. Ah oui. Oui, c'est vrai que... Nous sommes des gens qui aimons les gens, mais qui sont morts, je crains. Alors non, c'est pas ça, mais le monde, tout dépend de la... Mais c'est-à-dire, j'ai souvenir de Knossos où il faut faire la queue, ça fourmille de monde quand on rentre à l'intérieur, alors qu'on est là depuis 7h30 pour l'ouverture à 8h du site. Moi je préfère les sites qui sont où il y a peu de monde. Je crois que ça serait ça, ouais. Et alors, justement, je vais revenir 2 secondes à ton métier. Tu travailles avec des structures qui
qui cherchent des partenaires ou des mécènes, ou à l'inverse avec des mécènes qui cherchent des projets à porter. On te sollicite aussi de plus en plus, j'ai cru comprendre, pour des formations, parce que finalement, il vaut mieux apprendre aux gens à pêcher que de leur donner à manger. Est-ce que tu pourrais nous partager 2 ou 3 points qui te paraissent essentiels pour qui se lance à la recherche de partenaires? Tu vois tous ces sites, tu dois avoir comme moi le cerveau professionnel qui est aussi en marche quand tu visites. Tu dis mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? Mais pourquoi ils font ça? Ah, ça c'est bien ça. Voilà. Je dois être la seule personne de la planète ou presque à prendre en photo les panneaux. Non, je le fais aussi, je te rassure. Ça m'arrive. Merci, je me sens moins seule. Quels sont les fondamentaux? Voilà, c'est sans dévoiler tous tes tips, mais quels sont les 2-3 points à mettre en œuvre pour que ça fonctionne bien, pour que ça existe, une relation de partenariat? Alors, je dirais déjà, pour se lancer dans l'aventure du mécénat, il faut y croire, vraiment. C'est-à-dire, il faut se dire qu'il va y avoir c'est long, c'est-à-dire qu'à déclencher, à obtenir des dons, que ce soit d'entreprise ou de particulier, hein, c'est régulièrement, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est important, en effet, mais je ne vais pas dire le contraire, de structurer les choses avant de se lancer, de prendre le temps de faire le point sur son projet. Ça aussi, je pense que c'est un élément clé. De se dire, voilà, où je veux aller, comment je veux le faire, quels sont mes besoins. Et ce sont des choses que je propose, en fait, dans le début de mon accompagnement, pour ensuite être opérationnel avec tous les outils. Et pour se lancer dans la collecte, éviter de se lancer dans la collecte et de se dire de moi, non, en fait, on aurait dû faire ça, il faut qu'on réajuste, on va changer ça, etc. Voilà, je dirais que ce serait un petit peu les premières étapes clés. Mais il faut en être convaincu parce que régulièrement, ça demande un investissement de départ avant d'avoir le retour sur investissement. Il faut du temps humain. Il faut du temps humain, oui, il faut dégager du temps et c'est pour ça que le porteur de projet doit en être convaincu parce qu'il faut lui-même qu'il s'implique. C'est-à-dire que même s'il fait appel à une structure comme la mienne, pour l'accompagner dans la réflexion, dans la mise en place d'une stratégie mécénat, il faut que lui s'implique, il croit en son projet, bien sûr, ça c'est régulièrement le cas, mais oui, il faut dégager du temps, ça c'est important. Et c'est pas que alors nous, on a dévié sur la culture parce que c'est un peu notre dada toutes les deux, mais le mécénat, c'est absolument pas que pour la culture. Bien sûr que non. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure au rapport ici à l'Auvergne. Le mécénat s'adresse à des projets d'intérêt général. Donc, tout secteur qui rentre dans ce cadre-là, que ça soit sur le plan social, que ça soit sur le plan environnemental, éducatif, sportif, tout à fait. Donc c'est l'humanitaire. C'est relativement large. Et en dehors de ton travail, justement, tu évoquais l'Auvergne. Est-ce que tu arrives à trouver le temps de souffler un peu parce que tu es jeune maman d'une petite fille, tu as ta propre société, Mécénup, qui a déjà 6 ans. Est-ce que tu trouves le temps de souffler un peu, de sortir un peu justement de tout cet accompagnement pour visiter notre région? C'est potentiellement une question piège parce qu'on n'est pas toujours un bon visiteur de sa propre région, même si je crois comprendre que finalement tu l'es un peu plus que moi. Alors j'ai vraiment le sentiment d'avoir été adoptée ici en Auvergne. Je me sens vraiment maintenant, après ces quelques années, ces premières années d'expérience, où je me sens vraiment ancrée. Et oui, bien sûr que je prends le temps de visiter, puisque je crois que pendant un temps, je me suis sentie comme visiteuse de la propre région où j'habite. Et finalement, en fait, c'est vrai que tous les week-ends, on bouge, on bouge déjà autour de chez nous, quoi. C'est quelque chose qui fait partie de notre rythme, en fait. Que ce soit pour aller faire de la randonnée, pour aller visiter des choses, et c'est un puits sans fond, hein, l'Auvergne. Il y a de quoi faire. Donc oui, c'est quelque chose qui fait partie de mon rythme de vie et de mes envies. Il y a des endroits en particulier que tu aimes bien aller découvrir ou t'es plutôt découverte permanente ou il y a quand même des retours sur des lieux
Alors, il y a des retours sur des lieux. Alors, c'est intéressant parce que je vais citer un lieu que tout Français connaît, j'espère, le Puy-de-Dôme, bien sûr. Mais alors, pourquoi ? Parce que le temple Mercure est finalement... ce site fait totalement sens pour moi parce qu'il allie... j'adore la randonnée, on randonne beaucoup. Il allie magnifique point de vue, espace vert, mais aussi site archéologique. Et je me souviens toujours être rentrée dans le musée, le petit musée qu'il y a. Petit centre d'interprétation. Voilà. Et d'être resté comme ça devant un panneau qui disait que la voie Agrippa passait par là, et la voie Agrippa, elle fait Lyon-Saintes. Et ça a été pour moi... Ah oui, enfin c'est comme si finalement tout faisait sens dans mon parcours. Tout s'est reconnecté. Voilà. Donc c'est pour ça que je cite ce lieu-là parce que ça a été un moment, une émotion particulière à ce moment-là où je me suis dit tiens c'est marrant. Et en effet, je me souviens voir l'Ars Germanicus à Saintes comme l'arrivée d'une voie, mais j'avais pas percuté que c'était à l'époque, que cette voie-là passait par le Puy-de-Dôme, l'Auvergne, etc. Je citerai ce lieu-là en lieu emblématique aussi, mais parce qu'il porte aussi un site archéologique et un point de vue remarquable, le plateau de Gergovie, que tu connais bien. Et puis, je dirais après l'église de Saint-Nectaire pour sa beauté d'église romane. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la route qui fait Clermont-Ferrand-Superbès, très station de ski très agréable d'ailleurs avec des enfants que je recommande. Parce qu'elle passe par des lieux qui sont magnifiques. Voilà, que ce soit les paysages. Il me semble que sur la route il y a le château de Murol, si je me trompe pas. J'aime beaucoup prendre cette route pour me rendre, pour aller à Superbès. C'est une vraie route de montagne qui monte et qui descend, et c'est vrai que les perspectives sont assez soufflantes de façon régulière. Oui. Et tu vois, tu me parles du sud, donc du Puy-de-Dôme, et le hasard fait que moi hier je suis plutôt partie dans le nord, dans les Combrailles, et je me suis aussi fait la réflexion de mais qu'est-ce que c'est beau. Où que l'on soit, on a toujours en spot point de repère le Puy-de-Dôme. Et tout est vallonné, et ce paysage de volcan est vraiment... j'ai pas les mots. Il est dingue. Il est complètement dingue, en fait, ce paysage de volcan. C'est vrai. Alors, quand on sortira de confinement, parce que là, ça y est, c'est pas loin, on frémit. Est-ce que tu as un endroit que tu vas aller visiter, absolument, que tu repousses depuis 1 an et 3 mois ? Oui, alors ça ne sera pas... l'Auvergne, on y va... alors il y a un lieu que j'ai pas cité, qui est pas très loin d'ailleurs de chez nous, qui est le parc Bagouin, où c'est un lieu... alors surtout à cette époque, au printemps, mais que j'aime beaucoup, parce que déjà il est très très bien entretenu, et il est très beau. Il est riche d'éducation... Et voilà, je le trouve très apaisant, et je tiens à le citer parce que finalement, c'est assez... c'est toujours des bons moments de calme et de ressourcement d'aller se balader au parc Bagouin, et c'est pas très loin de Clermont-Ferrand, donc voilà, ça peut être fait rapidement. Je dirais que, en tout cas, mon prochain voyage planifié, c'est bien sûr la Grèce. Si le contexte nous le permet, c'est prévu fin juin, début juillet. Oh, génial. Et voilà. Quel endroit en toute indiscrétion ? Le Péloponnèse. Le Péloponnèse, voilà. Ouais, qui est un de mes lieux favoris, je dirais. Donc là, tu y retournes par plaisir. Ouais, ça va faire, je pense, la 3e ou 4e fois que j'y vais. Donc, ouais. C'est absolument sublime. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci pour notre échange. Merci. Je remercie Marie Manson de m'avoir accueillie dans son monde, merveilleusement musical et artistique, mais aussi très concret et pragmatique. Marie nous a partagé avec passion son engagement vis-à-vis des artistes et de la culture. Elle nous a fait entrevoir les coulisses de ces lieux dont nous sommes le plus souvent spectateurs et consommateurs. Si je devais ne retenir qu'une chose, passée au prisme de ma propre expérience, c'est que l'émotion ne se crée pas d'un coup de baguette magique, mais bien à force de volonté et de projets partagés. Qu'il faut oser sortir de son précaré, faire se rencontrer des mondes que tout semble opposer, que les projets prennent ainsi souvent
une envergure insoupçonnée. N'hésitez pas à poursuivre cet échange directement avec Marie. Vous trouverez ses coordonnées sur le site internet de sa société, Mecenup, mecenup.com, MECENUP.com, ainsi que sur LinkedIn, Marie Manson, MANSON. Quant à moi, la visiteuse, je suis tout simplement heureuse de vous avoir emmené faire une belle visite depuis chez vous. J'espère que vous avez passé un bon moment et qu'en vrai visiteur, vous en garderez un bon souvenir. Si vous avez aimé cette expérience, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous avez écoutés. Cela permet de faire remonter le podcast dans les suggestions et ainsi de faire découvrir l'expérience à d'autres curieux. Moi, cela me permet de progresser en prenant en compte vos remarques, comme n'importe quel lieu touristique. Pour votre information, je travaille en équipe et vos oreilles ont été bercées par le design sonore du talentueux Thomas du studio Mix & Mouse à Clermont-Ferrand. L'histoire vous a été contée par moi-même, Aude Compin. Je suis fondatrice de Comptoir Visiteur, une agence de conseil et de gestion de projet pour le développement des sites touristiques et culturels. Je suis installée à Volvic, au cœur des volcans d'Auvergne, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. N'hésitez pas à vous connecter, je vous laisse les liens dans les commentaires de l'épisode. Merci pour votre écoute et je l'espère à très bientôt pour une nouvelle visite et une nouvelle découverte aux côtés de la visiteuse.